Smell Talks, un podcast by Nez. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Nez vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Aujourd'hui, Thomas Fontaine, parfumeur et président de l'Osmotec, Emmanuel Guichard, délégué général de la FEBA, et Tristan Inchberger, doctorant à l'École du Louvre, reviennent sur l'influence du mouvement Art déco sur le parfum, un siècle après l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925. Une table ronde animée par Sarah Boisse. Bonjour à tous, merci d'être avec nous en physique ou derrière votre écran pour cette dernière table ronde de la matinée. On va terminer en beauté avec une discussion autour de la place du parfum dans l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes qui s'est tenue à Paris en 1925, il y a un siècle tout pile. Un sujet passionnant qui a inspiré à l'équipe de Nez le hors-série que les personnes qui sont présentes avec nous aujourd'hui ont pu trouver dans le petit sac qui leur a été remis à l'entrée et pour les autres qui sera téléchargeable très bientôt sur le site de Nez. Alors pour évoquer cet événement historique et son retentissement jusqu'à nos jours, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Tristan Inchberger, doctorant à l'École du Louvre, dont la thèse est financée par le fonds de dotation Perfumum et qui a rédigé son mémoire de Master 2 sur le pavillon de la parfumerie à l'exposition de 1925. On a également Thomas Fontaine, parfumeur pour la société Pallida et président de l'Osmotec, le Conservatoire international des parfums de Versailles. Et enfin Emmanuel Guichard, délégué général de la FEBA, la Fédération des entreprises de la beauté. Merci d'être avec nous. Et c'est avec vous, Emmanuel, que je vous propose d'ouvrir le bal, puisque la FEBA, c'est un peu la version moderne, en fait, du syndicat de la parfumerie française qui a été, au siècle dernier, à l'origine de la création de ce pavillon indépendant consacré à la parfumerie, au sein de l'exposition internationale des arts déco. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette genèse ? Merci beaucoup. Donc oui, la FEBA, c'est une fédération qui représente plusieurs syndicats de la cosmétique. Donc la FEBA, ça a plus de 50 ans. Mais à l'origine de la FEBA, il y a différents syndicats, dont le syndicat un peu phare dont on va parler aujourd'hui, qui est le syndicat de la parfumerie française, qui lui-même s'inscrit dans une longue histoire. Donc je vais faire un petit peu quelques dates. Le syndicat de la parfumerie française, il a le même âge que la Tour Eiffel. Pourquoi ? Parce qu'en 1889, les grandes maisons de parfumerie françaises ont décidé ensemble de faire un pavillon de la parfumerie lors de l'Expo universelle de 1889. Donc il y avait un très beau pavillon à ce moment-là. Et sur l'élan de la création de ce pavillon, le comité de sélection du pavillon est devenu un syndicat et est devenu la chambre le syndicat de la parfumerie française. Sachant que 1889, ça vous paraît loin et proche, mais l'autorisation de faire des syndicats en France, elle date de 1884. D'accord ? Avant, il y avait ça avait été interdit par la loi Le Chapelier pendant la Révolution française. Donc, il y a un syndicat qui existe, qui s'appelle le syndicat de la parfumerie française, et ce syndicat, ça fonctionne ? Ouais. Et ce syndicat souhaite participer à 1925 à cette grande exposition, qui est la grande exposition en fait universelle après la Première Guerre mondiale, dédiée aux arts décoratifs. Et donc, en 1923, les membres donc, de ce qui était la FEBA à l'époque se réunissent et décident donc d'exposer ensemble. Mais c'est pas si simple. Et donc, on a quelques documents historiques, grâce à Tristan, qui ont été retrouvés. Et donc, ce que je vous mets à l'écran, c'est un courrier adressé par Robert Bien-Aimé. Robert Bien-Aimé est à l'époque président du syndicat français de la parfumerie. À l'époque, il dirige la maison Hourigan. Et il créera quelques années après la crise de 29, il créera sa propre maison, la maison Bien-Aimé. Et donc, monsieur Bien-Aimé écrit donc au commissaire de l'exposition pour se plaindre. Je vous lis le début, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est assez intéressant. Monsieur le ministre, la parfumerie française, industrie éminemment nationale, serait très désireuse de participer dans une large mesure à l'exposition internationale des arts décoratifs et de montrer, par sa manifestation, l'importance qu'elle occupe dans les industries du luxe françaises. En raison de sa situation, la parfumerie française doit occuper dans cette exposition une place à part et nous nous sommes aperçus, malheureusement, que nous avions été classés, d'abord avec les verriers. Alors, vous imaginez le drame que ça a dû faire à l'époque, avec les verriers, et
ce qui est peu compréhensible, et ensuite dans le groupe de la parure, sans aucune distinction spéciale. Vous me permettrez, Monsieur le Ministre, de vous exposer les raisons qui font pourquoi nous demandons un pavillon spécialisé. Donc ça, c'est un courrier du 29 janvier 2023, et la bonne nouvelle, sinon nous ne serons pas là pour en parler aujourd'hui, c'est que, effectivement, il obtient gain de cause. Et là, vous avez une copie des archives de la FEBA, puisqu'en fait, nous avons les procès-verbaux de l'époque, donc de la belle plume de l'époque. Vous avez donc un petit chapitre sur l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels. Et je vais vous le décrypter, parce que même si c'est bien écrit, on n'a plus trop l'habitude de lire de la belle calligraphie. Et donc, en 1923, lors d'un conseil d'administration, ils disent, à la suite d'une démarche faite au nom du syndicat auprès de Fernand David, qui est le commissaire général de l'exposition, Monsieur le Président indique qu'il a obtenu une place spéciale pour la parfumerie, qui était auparavant englobée avec la verrerie. La parfumerie fera partie du groupe 9 classe 20. Toute une section lui sera réservée et pourra ainsi démontrer la place prépondérante qu'elle occupe dans le monde entier. Voilà. Donc déjà, et on en reparlera après, ça prouve qu'il y avait vraiment une volonté de faire quelque chose de spécial et de très extraordinaire pour cette exposition de 1925, et quelque chose de collectif, ce que font les associations et les syndicats, donc les grandes maisons de l'époque qui s'unissent pour construire un pavillon et faire rayonner la parfumerie française. Merci beaucoup Emmanuel. Et je vais maintenant me tourner vers vous, Tristan. Je répète que vous êtes donc doctorant à l'École du Louvre, vous écrivez une thèse, et vous connaissez ce pavillon sur le bout des doigts puisque vous lui avez déjà consacré un mémoire tout entier. Alors faites-nous voyager un peu. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce pavillon? Qu'est-ce qu'on y trouvait? Quelles marques y exposaient? Et quels étaient leurs liens aussi avec ce qu'on allait appeler l'art déco? Alors en fait, ce qui est donc effectivement intéressant à noter, c'est que les expositions universelles ont toujours été les événements qui ont permis à la parfumerie de montrer son côté artistique, on va dire. Déjà en 1851, Eugène Rimmel propose d'exposer une fontaine à parfum dans la première exposition à Londres. Et en 1900, on a à la fois Hector Guimard qui crée des flacons et un pavillon entier pour la maison Pivert, et Alphonse Muchat pour Houbigant qui crée un pavillon dont on a un dessin ici, dans le style Art Nouveau tout à fait typique de l'époque. En 1925, le but va être de montrer à quel point la parfumerie prend un aspect artistique proche du courant Art déco de l'époque. Donc ici une photo du pavillon général avec des vitrines centrales dominées par une sculpture en verre de Lalique. Le pavillon en lui-même est créé par les architectes Raguenet et Maillard, qu'on a oublié aujourd'hui, mais deux architectes importants de l'époque Art déco. Et la parfumerie constitue la classe 23 de l'exposition au sein du groupe de la parure, présidé par Jeanne Lanvin. Et donc ce pavillon prend place au sein du Grand Palais. Une autre vue du pavillon. Ce qui est particulier, c'est que donc il y avait 32 exposants sur 300 mètres carrés dans le pavillon entier, mais aucun parfum ne pouvait être senti. Tous les parfums étaient derrière des vitrines, au sein des stands indépendants sur les murs du pavillon, ou au sein des vitrines centrales. Donc la volonté commerciale, en fait, est dominée par une volonté artistique, puisqu'on ne peut pas sentir les parfums, on peut simplement les contempler comme des œuvres d'art art déco typiques de l'époque. Donc ici, une vue du plafond réalisée par un certain Alioli, sur lequel on n'a aucune information. Donc il y avait ça, c'est une photo des stands, un dessin des stands qui faisait le tour du pavillon, dominé par des lumières, leurs noms en lettres lumineuses. Et on va s'attarder quelques instants sur la description de certains pavillons qui s'inscrivent tout à fait dans le mouvement Art déco et qui montrent à quel point la parfumerie se présente d'une façon artistique en s'inscrivant dans le courant Art déco de l'époque. Donc ici, ce stand de la parfumerie Bourgeois, l'un des plus beaux stands de l'exposition, avec cette figure de femme nue en or au fond, une pureté, une certaine austérité dans la présentation, et puis l'utilisation de matières nobles et sur les murs. Le rapport de l'exposition dit que c'est là un ensemble d'un art très quintessence, entièrement expressif d'un goût moderne, ce qui veut bien dire un goût art déco. Autre stand, non, je suis allé trop vite. Autre stand très important au sein du pavillon, celui de la maison de d'Orsay, réalisé par deux des architectes les plus connus du mouvement Art déco, Louis Su et André Marre, qui réalisent donc pour la maison d'Orsay des flacons de parfum, le magasin
du 17 rue de la Paix, que le rapport de l'exposition décrit comme le premier magasin, la première maison de détail de Paris traitée en art moderne, donc en art déco. Et ici, donc, une très très belle représentation avec ces deux motifs de pommes de pin sur le guéridon et de bouquets, de vases fleuris pour le brûle-parfum blanc qu'on aperçoit sur le guéridon, également réalisé par Louis Sué et André Marre. Autre très beau stand, celui de la parfumerie Guerlain, réalisé par un architecte décorateur sur lequel on a zéro information, Raymond, dans un style plus orientaliste mais également art déco, puisque saveur d'art asiatique retouché avec sûreté par un goût bien français, le goût bien français étant le goût art déco. Autre stand, celui de la maison Pivert, qui inspiré d'un design donc de Louis Sué et André Marre dont on vient de parler, pour la gamme Rêve d'Or. Donc il crée pour la gamme Rêve d'Or ce design de coquillage de conque en or qui contraste avec le bleu de l'étiquette. Et ce motif de coquillage doré va être pris pour le plafond du stand de la maison Pivert. Et c'est un des stands qui fera le plus parler, qui aura le plus d'importance pour le pavillon entier. Et puis enfin un dernier stand, celui de la maison Roger Gallet, ici dans une certaine austérité, réalisé par René Lalique. Donc en plus de réaliser la sculpture en verre, il réalise la totalité de la décoration et du stand de la maison Roger Gallet, avec Mathurin Méheux, qui est un artiste peintre qui réalise les dessins des boîtes à poudre et des flacons de la maison Roger Gallet. Et en fait, ce qui est intéressant à noter, c'est que le parfum va quasiment être absent de la plupart des stands de maison. Il va être relégué dans des vitrines soit latérales, soit mis en scène, mais au final, ce qui importe plus les visiteurs, c'est l'effet d'ensemble, la décoration intérieure, et dans tous les cas, comme le parfum ne peut pas être senti, il apparaît plus comme un objet décoratif participant du décor art déco de l'ensemble. On ne connaît pas spécialement les parfums, on ne connaît pas tous les parfums qui ont été présentés à cette exposition-là. On a très peu de traces écrites des parfums des maisons. On sait cependant que on connaît quelques-uns des parfums qui ont été présents, notamment les parfums Dandy de la ligne Dandy de Dorsay, réalisés également par Louis Sué et André Marre, qui ont fait grand bruit. Les plus grands représentants de l'art déco en parfumerie, avec ses formes très épurées, géométriques, et à nouveau le contraste entre le noir du flacon et l'étiquette en or qui était censée être apposée sur l'avant du flacon. Autre parfum très représentatif du courant art déco, ce flacon de Boris Lacroix, un designer des années 20, qu'il réalise pour les flacons A, B, C ou D de Madeleine Vionnet. On ne sait pas quel parfum c'est ici, puisqu'ils avaient tous le même flacon. À nouveau, ce contraste entre l'or et le noir, ces formes géométriques très épurées, très schématiques, et une certaine austérité, mais un côté très luxueux quand même dans la présentation. Autres parfums qui font beaucoup parler à l'exposition de 25, Maïsine de Gabilla, lancé en 1923, et son homologue chez Lanvin, lancé en 1924. Le parfum de Lanvin donc, est créé dans un flacon de Armand Albert Rateau. On lit beaucoup qu'il a été créé en 1927, que le flacon a été créé en 1927 pour Arpège, mais il est déjà présent en fait à l'exposition de 1925, puisqu'on lit dans le rapport que le parfum de Lanvin est comparé à des bulles de savon noires et or. Donc il est bien créé en 1924 pour Maïsine. Et le lien entre les deux maisons, c'est pour ça que je les ai mis sur la même diapositive, c'est que le nom du parfum... Lanvin demande à Maria Z, qui est la créatrice de parfums chez Gabilla, de lui créer un parfum en utilisant le même nom et le même design de flacon que chez Gabilla. Un autre parfum plus original, dont on suppose qu'il a été présenté à l'exposition de 25, mais on n'a pas de source sûre, c'est ce parfum Gardez-moi de Jovois, qui est assez original, donc en reprenant les codes esthétiques du mouvement art déco, mais avec une petite originalité, puisque c'est une représentation d'un félin, dont le vaporisateur est sous le félin. Donc en fait, il est présenté à l'envers dans son coffret. Il faut retourner le félin pour avoir accès au vaporisateur. Et puis enfin, l'un des parfums les plus connus de l'exposition et qui aujourd'hui est le parfum représentatif de 1925, Chalimard, créé dans un design donc tout à fait art déco avec ce bouchon qui est repris d'une pièce d'orfèvrerie de la maison Guerlain, de la famille Guerlain, pardon. Et ce flacon qui est inspiré des bacs à fleurs des jardins de la Horde, dont
dont le parfum Shalimar tient son nom. On trouve mention plusieurs fois que le parfum Shalimar a obtenu un grand prix à l'exposition, ce qui n'a pas été prouvé puisque la maison Guerlain est hors concours lors de l'exposition, puisqu'elle fait partie du jury du pavillon, donc elle ne peut pas recevoir elle ne peut pas recevoir de récompense. Et en plus de ça, on ne peut pas récompenser un parfum précisément, mais plutôt une maison en général. Donc, on n'a pas de mention véritable de cette récompense pour Shalimar. Voilà pour le tour de table. Merci beaucoup Tristan, c'est un tour d'horizon très visuel puisque vous l'avez dit vous-même, les parfums on ne pouvait pas sentir les parfums lors de l'exposition. Alors je vais me tourner vers vous Thomas, puisque vous en l'occurrence vous connaissez bien les parfums des années 20. Vous êtes parfumeur mais vous êtes également président de l'Osmothèque de Versailles qui donne à sentir dans leur formulation originelle des parfums de toute époque dont les années 20. Et notamment les fameuses repesées de l'Osmothèque qui donnent à sentir des parfums dans leur formulation originelle qui sont repesés par les parfumeurs dont vous. Donc vous avez été au contact parfois très intime de formules de cette époque. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée en fait de la construction olfactive un peu caractéristique des parfums des années 20 ? Qu'est-ce que pouvaient sentir les parfums dans les vitrines ? Alors ce qui est amusant, c'est que tous ces parfums des années 20 constituent une grande partie de la collection de l'Osmothèque, étant donné que c'est un moment crucial dans l'évolution de la parfumerie. Étant donné que c'est à ce moment-là où on a une grande partie de matières premières qui arrivent, de nouvelles matières premières qui sont issues tout simplement de la chimie organique qui commence au 19e. Et là, on arrive à avoir pléthore de nouvelles molécules qui arrivent et qui vont complètement bouleverser la façon de travailler. Et puis, il y a l'influence coloniale, qui est très importante, savoir que tous les comptoirs de par le monde vont apporter des matières premières, puis une source assez continue qui va pouvoir permettre d'augmenter aussi la production. C'est le grand mouvement de Coty qui va, entre guillemets, démocratiser la parfumerie et la rendre beaucoup plus accessible. Donc ça, c'est déjà cet élément important. Et puis arrivent les couturiers. Les couturiers qui, eux, vont... Paul Poiret, le premier, qui constitue, et d'ailleurs à l'Osmothèque, c'est vraiment le seul endroit où vous pourrez sentir les parfums Paul Poiret d'origine, comme les Coty, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Ces couturiers vont changer les paradigmes de fonctionnement de la parfumerie. Et puis après, si on se creuse vraiment, on se plonge dans les formules, on voit qu'il y a vraiment une évolution, c'est-à-dire les parfumeurs se professionnalisent de plus en plus, sont plus des chimistes qui, entre guillemets, faisaient des mélanges en fonction de leur propre sensibilité artistique. Mais là, on a l'approche par technique de la parfumerie qui devient de plus en plus importante. Et il y a deux classes, non pas hiérarchiques, mais deux types de parfumeurs. Il y a les parfumeurs parisiens, qui seront les parfumeurs des grandes maisons, donc les Almeras, les Ernest Beau, etc. Et puis il y a derrière, qui vont travailler en collaboration aussi avec eux, les parfumeurs grassois. Je pense tout de suite à Marius Reboul, Jean-Carl, qui vont leur apporter un certain nombre de matières premières, mais qui seront habillées. C'est les fameuses bases, c'est l'émergence des fameuses bases, où certaines molécules étaient difficiles d'utiliser et on les habille. Ou tout simplement des reconstitutions. Il y a vraiment un parfum qui va être un peu avant les années 20, un élément charnière, ça va être le quelquefleur. Quelquefleur qui va utiliser des reconstitutions, le lilas fleur, le muguet, etc., qui va permettre d'apporter quelque chose de nouveau. Et tous ces parfumeurs parisiens vont faire appel à des bases. Donc, d'un point de vue formulaire, d'un point de vue formule, les formules sont assez courtes, correspond vraiment à l'esprit art déco, où on a une idée assez efficace, assez rapide, assez concise. Donc des parfums, je pense tout de suite au Joy. Moi j'ai travaillé, ayant été parfumeur de la Maison Patou, le Joy en est l'archétype même, où vous avez un parfum qui semble très complexe, mais qui est, d'un point de vue structurel, très simple, un accord, une anamorphose sur le rose et le jasmin. C'est assez simple. Il y a aussi il y a une profusion de produits naturels, parce que à l'époque, c'était encore relativement facile d'utiliser ces produits naturels, mais il y a aussi l'utilisation, on essaie de mettre en valeur certains produits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important.
Et ce qui va changer après, je dirais, à la fin des années 30, avec l'arrivée des Grassois et qui vont, eux, travailler directement avec les clients. Et je pense bien évidemment à l'action de Louis Amick pour la Maison Roure. Mais c'est vraiment ce moment où la parfumerie devient quelque chose de beaucoup plus distribué et beaucoup plus répandu, et puis avec une approche typique Art déco dans la stylisation de la formule. La formule est courte, si même parfois on a quelques tiroirs. Alors il y aura des parfums qui seront emblématiques comme ça. Il y a bien sûr le Chanel 5, bien sûr tous les patous, hein, le que sais-je, Amour Amour, Adieu Sagesse, qui ont des schémas différents. On a aussi une approche, d'ailleurs Patou va être quelqu'un qui va être très innovateur en créant le premier, alors là on déborde de la parfumerie, mais premier bâton de rouge à lèvres, premier parfum unisexe, première huile solaire. Et quand on voit par exemple le Caldé, dans la formule, il y a certaines bases qui sont des reconstitutions comme la Narcisse, etc. Mais la formule reste très courte. Donc un message très efficace, très riche, très esthétique. Mais on l'entend dans ce que vous dites, les années 20 marquent vraiment en fait un tournant dans l'histoire de la parfumerie, aussi bien sur un plan olfactif que sur un plan plus structurel finalement. Et justement, j'aimerais bien qu'on aborde ensemble, Emmanuel, l'héritage finalement de cette exposition de 1925, puisqu'on voit notamment renaître depuis quelque temps pas mal de marques issues de cette époque. Et puis par ailleurs, cette exposition a laissé une empreinte en fait durable dans le paysage de la parfumerie. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, alors déjà la première question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que après l'exposition, les parfumeurs étaient contents, en tout cas les maisons. Et donc pareil, on fait un peu d'histoire. Vous pouvez retrouver sur internet, c'est sur Gallica, en fait un compte rendu en fait qui a été réalisé sur ce pavillon avec donc en fait une reprise des différents pavillons. Et il y a un édito toujours. Et ce qui est intéressant, donc c'est un édito de Robert Bien-Aimé qu'on a vu qui s'est beaucoup battu pour avoir son pavillon. Et ça commence à répondre à votre question. Dans l'histoire de la parfumerie française, l'année 1925 marquera une date importante, car l'exposition internationale des arts décoratifs, en mettant la parfumerie au premier rang des industries de luxe qui concourent à la parure de la femme, lui a restitué sa véritable place et consacré son rôle exact dans la production la plus personnelle de notre pays, où se manifestent la mesure et le goût français, l'ensemble des industries d'art qui sont les plus beaux fleurons de notre expansion à travers le monde. Donc déjà, on voit qu'en 25, ils étaient finalement très contents de ce pavillon. Et on a fait un petit calcul de coin de table avec Tristan. Il y avait donc 30 maisons de parfums qui exposaient sur ce pavillon. Et au jour d'aujourd'hui, il y en a 22 qui existent encore avec des activités de parfumerie. Alors, 22, ça ne veut pas forcément dire que ce sont exactement les mêmes parfums, pour en débattre, mais ça prouve quand même de façon assez spectaculaire que les maisons qui étaient présentes à cette époque-là, donc ce qui est quelque part une grande période pour la parfumerie française, elles continuent à inspirer, à être recréées. Je peux vous en citer 3. Donc il y a D'Orsay, qui d'ailleurs expose ici, dont on a parlé. Il y a Bien-Aimé, il y a Violet. Voilà, c'est ces exemples de maisons qui ont eu une forme d'interruption et qui repartent de façon assez fascinante sur cet héritage et quelque part sur cet élément collectif qu'il y avait. Et c'est donc pour ça que la FEBA, en partenariat avec la revue Nez, on a décidé donc de commémorer cette exposition à travers ce petit livret. Donc ceux qui sont ici aujourd'hui l'auront dans leur sacoche, sinon il sera téléchargeable en livre, justement pour marquer un siècle après l'existence de ce pavillon, grâce à la collaboration de Tristan et tout son travail, d'être capable d'avoir un regard un peu scientifique sur ce pavillon. Et surtout, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que donc l'exposition, elle avait commencé en avril, c'est ça. Et ce qu'on souhaiterait, c'est que pour l'ensemble des manifestations qui vont avoir lieu en France autour de cette exposition des arts décoratifs, on n'oublie pas que parmi les arts qui étaient exposés, il y avait la parfumerie et qu'il y avait un très beau pavillon de la parfumerie française. Voilà. Merci Emmanuel. Je voulais vous poser une question, Thomas, par rapport à toutes ces marques dont Emmanuel disait qu'elles renaissaient ces temps-ci. Comment est-ce que vous expliquez, vous, en tant que parfumeur,
la pertinence en fait d'une parfumerie qui est née il y a un siècle. Alors effectivement, toutes ces marques ne relancent pas forcément des fragrances de l'époque, mais certaines oui, certaines font ce choix-là. Est-ce que vous pensez que la parfumerie des années 20, elle a une pertinence particulière au regard de la parfumerie d'aujourd'hui ? Alors je dirais d'abord, il faut la connaître. Raymond Aron disait que la meilleure façon de s'émanciper de son passé, c'est de le connaître. Et je pense que c'est déjà important de connaître d'où on vient. Et puis, je pense qu'en ces moments un petit peu de trouble, d'interrogation, voire peut-être un peu anxiogène, on aime se retourner et revenir sur les fondamentaux. C'est-à-dire que pendant ces dernières décennies, on a eu un peu tout et n'importe quoi qui a été fait avec le parfum qui est devenu presque non plus un produit de luxe, un produit, mais carrément un produit de consommation. Donc, par rapport à ça, c'est d'ailleurs l'émergence des marques de niche qui ont profité de l'occasion pour pouvoir proposer une parfumerie plus de caractère, avec plus d'idées, voulant sortir un petit peu des grands courants qui étaient faits par les grandes sociétés. Donc là-dessus, on se replonge dans le passé. On va essayer d'y trouver un certain nombre d'idées, de concepts qui ont été complètement perdus à travers, je dirais presque tous les tests consommateurs qu'on puisse imaginer, qui ont tendance à polisser la parfumerie. Donc là, l'importance de ce patrimoine va être importante. Voilà, c'est un pléonasme, mais va trouver sa nécessité. Et puis, justement, les maisons, elles ont des histoires. On a un manque d'histoire. Toutes ces maisons qui sont traditionnelles, elles ont un passé qui est à raconter. Et qu'est-ce qu'un parfum ? C'est avant tout une histoire qu'on raconte. Le parfumeur n'étant qu'un traducteur par rapport à ça. Toutes ces belles maisons, toutes ces belles endormies, elles ont quelque chose à dire. Et c'est peut-être là où elles ont leur place, parce que beaucoup de parfums, beaucoup de produits de consommation n'ont plus rien à dire. Et on voit de manière plus large un intérêt quand même en ce moment pour les années 1920. Le musée des arts décoratifs va ouvrir au mois de juin une exposition consacrée à Paul Poiret. Et je pensais pour terminer qu'on pourrait en discuter un peu avec vous, Tristan, puisque Paul Poiret, qui était donc couturier, décorateur et parfumeur, a joué un rôle un petit peu à part dans l'exposition des arts décoratifs de 1925. C'est un peu décousu, et c'est moi le fautif. Non, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas comment passer. Bon. Sinon, c'est... Ouais. Je n'ai pas écouté votre question. Pas de problème. La question, c'était sur Paul Poiret, donc, auquel le musée des Arts Déco va consacrer une exposition et qui a joué un rôle un peu à part dans cette... Dans l'exposition, la particularité de Paul Poiret, c'est qu'il expose à la fois au sein du pavillon, il a une vitrine dans l'étoile centrale, et il expose également en dehors du pavillon. Donc au sein de... Ça, c'est la vitrine centrale dans laquelle il expose. Et après, il expose au sein de ses péniches. Donc il crée 3 péniches qui sont Amour, Délices et Orgue. Amour pour ses créations ses créations de mode, Délices pour ses créations de parfums avec les parfums de Rosine, et Orgue pour ses créations de décoration d'intérieur avec les ateliers Martine. Donc il a une figure un peu à part. Je pense qu'il a voulu cette ambivalence de présentation par son caractère propre, sachant qu'il était relativement exubérant comme personnage. Il crée également donc un carrousel qu'on voit là, carrousel de la vie parisienne, avec des métiers de la vie parisienne. Et l'intérêt évidemment de Paul Poiret de raconter son histoire aujourd'hui, c'est effectivement le premier couturier parfumeur, une véritable innovation dans la présentation des parfums. Ici, son premier parfum Nuit de Chine dans un étui créé par André Groult, son beau-frère, un décorateur. Toute la forêt qu'il présente aussi à l'exposition, et enfin l'un des plus connus et l'un des plus intéressants d'un point de vue visuel, Harlequinade par Marie Vasiliev, tout à fait dans le style art déco, et qui, je pense, mérite à être mis au goût du jour aujourd'hui. Alors j'en profite, tous ces parfums sont à l'Osmothèque, et c'est vraiment important pour l'histoire de la parfumerie de les avoir à l'Osmothèque, parce qu'ils ont été des monuments au niveau olfactif. Alors l'Arlequinade un peu moins, mais par exemple le fruit défendu, c'est quelque chose, c'est le premier gourmand de l'histoire de la parfumerie, qu'a donné derrière. C'est Almaraz, Henri Almaraz, qui en était l'auteur. Quand après il est allé travailler chez Patou,
il a repris l'accord, il a fait le que sais-je avec. Donc on voit l'importance de ces parfums parce qu'olfactivement, ils sont disruptifs, on pourrait utiliser maintenant. Et puis, il ne faut pas oublier que Paul Poiret, c'est le premier couturier à faire de la parfumerie. Il a eu la mauvaise idée de ne pas donner son nom et de donner le nom des parfums de Rosine. Je pense que ça a peut-être été l'erreur. Et malheureusement, il n'a pas rencontré le succès qu'il aurait dû. Mais pour nous, c'est hyper important parce que grâce à ça, tous les couturiers vont pouvoir s'exprimer aussi au travers du parfum. Et heureusement que le travail de l'osmothèque est là pour nous donner à sentir les odeurs qui accompagnent toutes ces images, qui peuvent, elles, voyager dans le temps, tandis que les parfums sont voués à disparaître si c'est pas entretenu. C'est la gageure de l'osmothèque de les repeser à l'identique avec les matières premières de l'époque. Donc c'est ce qui fait vraiment l'essence même de l'osmothèque, c'est d'avoir ces parfums qui renaissent et qui sont mis à disposition du grand public et des professionnels et qui donnent la possibilité de les sentir parce que ça serait complètement impossible étant donné qu'ils sont plus commercialisés. C'est vraiment ce travail qui nous nourrit et nous permet à travers un certain nombre de conférences de les présenter à tout le monde. S'il y en a parmi vous qui ne l'avaient pas encore fait, je vous enjoins de vous tenir au courant des activités de l'osmothèque et d'aller poser le nez sur toutes les merveilles que vous proposez dans leur formulation originelle, dont beaucoup des parfums qu'on a vus aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois. Il nous reste un petit moment pour les questions. Est-ce que dans le public, il y en a ? En live stream, Bonjour. ce sera mieux. Je me posais la question, pourquoi est-ce qu'on ne sentait pas les parfums ? Est-ce qu'il y avait une raison particulière ? Alors, j'ai rien trouvé dessus, donc je sais effectivement pas pourquoi on ne les sentait pas. Ma théorie, c'est qu'on distribuait probablement des cartes parfumées, des éventails parfumés, des échantillons, mais pareil, il y en a pas mention écrite, donc c'est une supposition. À mon avis, c'est vraiment parce que le parfum cherche à démontrer son intérêt artistique visuel, en plus de probablement ces senteurs qu'on pouvait distribuer, etc. Mais avant tout, l'aspect visuel prime sur l'aspect commercial ou autre. Et aussi, ce qui est assez courant, ce qu'il faut se rendre compte quand même, parce que là, on a vu des photos vides, c'est qu'il y avait des millions de visiteurs. Donc déjà, il faut se rendre compte de ça. Et en plus, l'objectif était artistique, donc il n'y avait pas de vente. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut voir, c'était pas une expo où on pouvait repartir en achetant des choses. Donc c'est pour ça que c'est assez concordant. Et comme on n'a pas beaucoup de mémoire olfactive, ce qui est toujours dans les très dernières le problème, il n'est pas impossible qu'il y avait de l'olfaction et des choses à sentir. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y avait pas les flacons qu'on pouvait sentir. Donc probablement, les éventails, c'est assez probable. Et il y avait probablement d'autres façons. Et après, bien sûr, il y avait toute une démarche commerciale, puisqu'il y avait une communication très forte. C'était une très, très grande expo pour la France. Donc il y avait énormément de visiteurs. Donc il faut aussi imaginer qu'il y avait de l'animation, pas forcément dans l'exposition, mais dans toutes les maisons, qu'il y avait des boutiques juste à côté. Il faut voir que c'est aux Invalides, donc ça va au bout des Invalides, et donc c'est déjà la rue du François-Honoré où il y a quasiment toutes les maisons. Donc ils sortaient de l'exposition et ils faisaient 600 mètres et ils pouvaient aller les acheter à ce moment-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai l'impression que non. Donc merci encore à tous les trois. C'était vraiment passionnant. Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.